de m'avoir invité à présenter mes travaux lors de cette journée de lancement de Foresting Lab. Je suis tout à fait ravi de participer à cette démarche qui vise à favoriser les échanges entre les différents acteurs forestiers et les chercheurs de plein de disciplines qui s'intéressent. On n'a pas ta présentation, en fait, c'est ça. Là, c'est bon? C'est tout bon, merci. Donc, différents chercheurs qui s'intéressent à la forêt. Alors, moi, je commence à m'éloigner de la forêt. Hein. Je suis sorti des bois depuis quelques temps. Du coup, je suis obligé de faire un petit mot introductif, histoire de bien situer mes travaux et de remettre à sa juste place ma participation à ces journées. Du coup, mes travaux commencent effectivement à être plutôt jeunes, ils commencent même à être anciens. J'ai arrêté de faire du terrain en 2005, même si j'ai continué à travailler et à publier jusqu'à présent autour de la forêt, mais c'est des travaux qui sont pour moi plutôt liés à mes travaux doctoraux. Et au niveau donc ancien, mais en prime très très situé localement, puisque je me suis intéressé essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, à la forêt franc-comtoise. Alors je dépasse un peu le Jura, puisque j'y rajoute au moins le Doubs et puis des petits bouts de territoire de Belfort, et j'y rajoute toute la Haute-Saône. Donc oui, bon, ça reste un intérêt ici plus franc-comtois. Cette forêt, elle est un peu particulière. Enfin, je ne vais pas vous faire la leçon sur la répartition de la forêt française, mais ici, on a une majorité, mine de rien, de forêts communales et privées, et on a un tout petit peu de forêt domaniale. La forêt publique, dans son ensemble, va finir par représenter 60% pour 40%, un peu plus de 40% pour la forêt privée. Mais bon, d'abord forêt privée, ensuite forêt communale, puis forêt domaniale. Ces forêts, elles sont composées de différentes essences, comme un peu partout, mais avec on va dire que dès qu'on commence à grimper les reliefs, on se retrouve dans des forêts de résineux, et dès qu'on descend dans les plaines classiques, nous avons plutôt des forêts de feuillus, avec une grande importance au niveau des chênes. On fabrique des tonneaux dans le coin, et le chêne est ici très, très important. Alors, ceci étant dit, je suis aussi obligé de faire un point sur ma population. C'est-à-dire que moi, quand j'ai réalisé mon étude, on commençait à avoir dans les forêts les toutes premières abatteuses, en tout cas les premières que les bûcherons étaient susceptibles de se payer. Mais tout ça coûtait quand même beaucoup trop cher pour être rentable. Les abatteuses avaient du mal à attraper les feuillus, les abatteuses avaient du mal à grimper les reliefs dans les forêts du Haut-Doubs ou du Jura. Du coup, c'est essentiellement des bûcherons équipés d'une tronçonneuse que j'ai croisés, de sylviculteurs et des débardeurs. J'ai croisé tous ces acteurs-là, mais ils sont équipés, on va dire, à minima. Ça va donner quoi? Ça va donner que derrière, ils vont former essentiellement des très petites entreprises, des TPE. Ces TPE, elles sont souvent unipersonnelles, c'est-à-dire qu'on est très très loin des entreprises gabonaises dont on vient de nous parler. Ici, très régulièrement, le seul personnel de l'entreprise, c'est le chef de l'entreprise lui-même. Du coup, on n'est pas sur des entreprises avec enfin, le chef d'entreprise entouré d'un staff administratif, entouré d'ouvriers de différents corps de métier. Non, régulièrement, vous avez le bûcheron, c'est que des fois il fait bûcheron, débardeur, sylviculteur, bûcheron, il est chef d'entreprise et il doit absolument tout réaliser du travail administratif. On verra après que c'est pas tout à fait vrai, jusqu'aux travaux d'abattage, de récolte des bois. Du coup, en Franche-Comté, vous n'aviez pas à ce moment-là de grosses entreprises qui comptaient plusieurs salariés. La plus grosse entreprise que j'ai pu croiser, moi, elle était composée de deux frères qui se partageaient la chefferie à parts égales, et chacun des frères avait un salarié, donc on avait tout de suite quatre.
on avait tout de suite ici quatre personnes à l'intérieur de cette entreprise. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que être ETF en Franche-Comté, ça n'a strictement rien à voir avec d'autres coins. Si vous descendez dans les Landes, par exemple, c'est pas du tout la même forêt, c'est pas du tout la même forme d'organisation au niveau des entreprises. Donc, on n'est pas bûcheron de la même façon d'un coin à un autre. Et donc, ce que je raconte, moi, ne peut pas s'appliquer sans être interrogé à l'ensemble du groupe professionnel des entrepreneurs de travaux forestiers. Au niveau méthodo, j'ai une méthodo qui est extrêmement qualitative, qui se base essentiellement sur des entretiens, environ 80 entretiens et des phases d'observation. Alors, observation des réunions syndicales, des réunions des différentes organes, associations, des situations de travail. Alors, le titre de cette intervention, c'est être courageux. Du coup, je vais dans un premier temps vous présenter ce qui les amène au niveau social à être enclin au courage. Ce sera mon premier point. N'importe qui ne peut pas devenir ETF, donc ETF, entrepreneur de travaux forestiers. Et jusque-là. Dans un second temps, on va s'intéresser aux maladies professionnelles et comment est-ce que ce courage va être mis en œuvre à travers ces maladies professionnelles. Donc, maladies professionnelles et marché des travaux forestiers, l'oubli du corps. Et pour finir, comment ce courage va être mis en œuvre à travers les accidents du travail. Accidents du travail et forêts ordaliques. Les forêts ordaliques, j'ai perdu mon truc, bon, c'est pas bien grave. Autour de résister à la peur. Donc, premier point, n'importe qui ne peut pas devenir ETF. Les entrepreneurs de travaux forestiers, ce sont des professionnels indépendants et le salariat chez eux n'a plus une vocation à être transitoire. On est salarié pour finir son apprentissage, on est salarié en attendant de pouvoir devenir indépendant à son tour, mais on ne restera pas salarié toute sa vie dans cette entreprise. Le but du jeu, c'est de devenir entrepreneur. Et ça, c'est remarquable parce que ma population d'études présente systématiquement les mêmes caractéristiques sociales. Ils sont tous fils ou petits-fils d'indépendants et d'indépendants déchus. J'ai par exemple un fils d'un entrepreneur en micromécanique. L'entreprise de micromécanique a fait faillite suite à un divorce. J'ai des enfants d'agriculteurs qui n'ont pas pu reprendre la ferme parce que celle-ci était déjà reprise par un grand frère. J'ai des artisans peintres. Enfin, j'ai tout un tas de fils et de petits-fils d'indépendants. On retrouve ici un clin d'œil aux déclassés du Gabon dont on nous parlait juste avant. Et tous ces enfants, fils et petits-fils d'indépendants, ils ont été élevés dans une idée particulière qui est celle que pour réussir sa vie, il faut être son propre maître, il faut du coup être un indépendant. Donc, ils sont socialisés à l'indépendance, mais en même temps, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les diplômes nécessaires pour remonter à l'identique l'entreprise familiale. Et du coup, l'entreprise de travaux forestiers va devenir une alternative pour redevenir indépendant. Les diplômes sont assez facilement accessibles, les investissements peuvent être tout à fait raisonnables au début. Pour l'exemple et le clin d'œil encore une fois, j'ai un sylviculteur qui m'avait expliqué avoir débuté avec un investissement de 15 € pour se payer sa première pioche à planter. Il avait fait ses 2-3 premiers chantiers avec cette pioche-là. Il avait suffisamment économisé pour s'acheter une débroussailleuse qui lui avait donné accès à d'autres types de chantiers. Puis ensuite, il avait acheté une tronçonneuse et compagnie. Cependant, on ne s'installe pas ETF tout seul. Il s'agit la plupart du temps d'un projet de couple, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment un projet de couple. Sans la participation de sa compagne, monsieur ne peut pas faire tourner l'entreprise. Le temps de travail de l'ETF est très important et il avoisine facilement les 60 heures par semaine. Ils ont l'habitude de dire qu'ils travaillent 5 jours par semaine en forêt, que le samedi, ils le passent à l'atelier pour réparer, pour entretenir le matériel et que le dimanche est réservé à la famille, mais que l'après-midi, ils feront une balade dominicale en forêt, histoire de préparer le chantier du lundi. Avec un rythme pareil, le bûcheron ne peut s'occuper que de la partie forestière. Il n'a pas le temps de s'occuper de tout ce qui tourne autour de l'administratif dans son entreprise. Et ça, grand classique de la sociologie des indépendants, il va le laisser à son épouse. C'est sa femme qui s'occupe, dit-on, des papiers. C'est elle qui gère le secrétariat, l'administratif. C'est elle qui prend les rendez-vous avec les clients, donc qui organise l'agenda du bûcheron. C'est elle qui négocie avec l'assureur, etc. Ces femmes, du coup, elles vont avoir une activité
non salariés à l'intérieur de l'entreprise de travaux forestiers. Et à côté de ça, elles vont avoir aussi une activité salariée, parce que l'activité forestière est une activité saisonnière, que du coup, les revenus de l'entrepreneur sont plutôt en dents de scie et que c'est quand même bien d'avoir un salaire fixe pour faire vivre la famille. Donc, ces dames ont déjà une double journée, une journée de travail salarié, une journée de travail non salarié pour le compte de l'entreprise familiale et une troisième journée de travail, parce que ne l'oublions pas, celle-là, c'est aussi un plus grand classique de la sociologie du travail, une troisième journée de travail qui est formée par le travail domestique, parce que c'est toujours pareil, monsieur ne va pas participer aux tâches ménagères, aux tâches d'éducation des enfants et compagnie. Du coup, pour supporter cette charge de travail, madame doit partager le projet entrepreneurial. Il est absolument hors de question qu'on lui impose quoi que ce soit. Elle est vraiment partie prenante de ce projet. Ça a un intérêt pour elle. Je ne poursuis pas cette partie. Deuxième point, la maladie professionnelle et marché des travaux forestiers, l'oubli du corps. Les clients des bûcherons en Franche-Comté sont pour beaucoup des scieurs. Alors, il y a plein d'autres industries, mais je fais ici une focale sur les scieurs parce que ça me permet de simplifier quand même mon propos. Donc, les clients sont pour beaucoup des scieurs et ces scieurs, ils achètent des coupes de bois aux propriétaires privés ou aux communes et ce sont aussi des indépendants. Ces scieurs, en tant qu'indépendants, ils ont des clients. Donc, ils sont aussi dans la position de l'entrepreneur. Les scieries tentent, tant que faire se peut, de fonctionner à flux tendu, c'est-à-dire avec le moins de stock de bois possible. Mais ça va les obliger à être extrêmement réactifs pour ne pas perdre de marché. Si un fabricant de meubles vient les voir pour obtenir du bois, il faut qu'il puisse répondre dans un délai raisonnable à la demande. Sinon, le fabricant de meubles ira voir un autre scieur. Et du coup, cette réactivité qui est attendue des scieries, on va la retrouver reportée sur les entrepreneurs de travaux forestiers et notamment sur les bûcherons. Les bûcherons vont demander, les scieurs vont demander aux bûcherons de se rendre disponibles pour réaliser les coupes dont ils ont besoin. Alors, il ne faut pas imaginer ce marché comme étant entièrement libre, ce marché du travail fait d'offres, de demandes, qui permettrait la rencontre d'un scieur et d'un bûcheron sur un simple appel d'offres. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce marché du travail, il est essentiellement basé sur la réciprocité entre le bûcheron et ses clients, ici le scieur. Clients et bûcherons, du coup, vont se retrouver liés l'un à l'autre. Le bûcheron, il gagne un client fidèle, qui lui fournira un travail régulier, en tout cas c'est ce qu'il attend de lui. Le scieur va y trouver un certain type de qualité qu'il attend par rapport à l'exploitation des arbres qu'il a achetés. La qualité ici, elle a vraiment des définitions qui sont extrêmement différentes en fonction des interlocuteurs. La qualité pour le scieur n'est pas la qualité pour l'ONF, qui n'est pas la qualité pour les communes forestières, qui n'est pas la qualité pour les usagers de la forêt. Un sieur me disait, un bout de bois, ça vaut cher, il ne faut pas le transformer en allumette. Donc, on ne se tourne pas vers le -10 dans les appels d'offres, mais on choisit un bûcheron que l'on connaît. Du coup, dans le cadre de cette économie de la réciprocité, on ne peut pas faire faux bond. L'idée générale qui est ici très importante, c'est que ce qui organise ce marché, c'est le fait qu'un bûcheron ne peut pas être indisponible et qu'un sieur ne peut pas se montrer ingrat en faisant appel aux concurrents. Dans les cas contraires, la confiance, qui est quand même la base de ce marché, la confiance est rompue et le doute s'instille. Est-ce que j'ai bien raison de collaborer avec un tel ? Cette non-possibilité de se rendre indisponible à la demande du bûcheron, ça a un impact en termes de santé pour les bûcherons. Pourquoi ? Parce que ce travail est extrêmement exigeant physiquement. Et pour répondre à la demande des scieurs, les bûcherons vont devoir oublier les douleurs du corps. Quand on est bûcheron, on ne s'arrête pas au moindre bobo, me disent-ils. Celui qui s'arrête, celui qui s'écoute, celui qui n'est plus disponible sera identifié comme étant un feignant, tant par les clients que par les autres ETF. Du coup, comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, et sans confiance, on ne fait pas appel à lui. Du coup, l'entreprise va faire faillite. J'ai un bûcheron qui s'était spécialisé dans les houpages et qui me racontait en tout début de saison des houpages qu'il avait une double tendinite. Il avait une tendinite à chaque coude, ce qui est très très handicapant quand on manipule une tronçonneuse à longueur de journée.
Son médecin lui a fait un certain nombre d'infiltrations, histoire de calmer les douleurs, jusqu'à ce que son éthique médicale oblige à dire au patient, au bûcheron, à Léopold, oblige à lui dire que la seule façon de régler ces histoires de tendinite, c'est du repos. Et Léopold m'a alors tranquillement raconté qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter, pourquoi? Parce que sinon ses clients vont devoir se tourner vers d'autres professionnels et qu'il n'était absolument pas sûr de retrouver ses chantiers l'année suivante. Du coup, les bûcherons vont être amenés à mobiliser un système de défense par rapport à la douleur qui va être basé sur la virilité. La douleur n'a pas à être prise en compte, mais ce système de défense a un impact sur la santé du bûcheron. La médecine du travail me disait que on prend un bûcheron, pas un peu un bûcheron au hasard, on prend un bûcheron, il a 50 ans, et ce bûcheron de 50 ans va présenter un corps dont l'usure au niveau des tendons, au niveau osseux, est habituellement constatée chez des individus qui ont au moins 70 ans. Du coup, il y a un vieillissement du corps prématuré à cause de ce qu'on lui fait subir à ce fameux corps. Troisième et dernier point, accident du travail et forêt organique, résister à la peur. La forêt, elle est très accidentogène. On y trouve des indices de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail nécessitant un arrêt de travail pour 100 000 professionnels. On y trouve un des indices de fréquence les plus importants du monde agricole. C'est le plus important du monde agricole. Les agriculteurs en Franche-Comté ont une formule, ils disent « aller au bois, c'est aller à la guerre ». Pourtant, les ETF ne sont pas être plus inquiets que ça quand ils vont en forêt. C'est surprenant parce qu'ils ont tous subi des accidents du travail, ils ont tous des collègues qui ont subi des accidents du travail, ils ont tous des collègues qui sont morts en forêt à cause des arbres qu'ils venaient d'abattre. Du coup, travailler en forêt, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et les ETF le reconnaissent bien volontiers. Oui, l'activité forestière est dangereuse. Mais ils poursuivent en disant si elle est dangereuse pour les autres. Moi, je ne crains rien. Pourquoi est-ce que je ne crains rien? Parce qu'un bon professionnel ne risque rien. Et moi, en tant que bûcheron, oui, je me définis comme étant un bon professionnel. Alors, si on écoute bien ce que disent les bûcherons, on ne trouve pas ici, comme dans le cadre des maladies professionnelles, de virilité fanfaronnante, on ne trouve pas de bûcherons kamikazes. Au contraire, tous les bûcherons vont faire l'éloge des savoirs et du professionnalisme. Un arbre, ça s'étudie, un arbre, ça se lit, il faut écouter sa respiration, il faut faire attention aux signes de maladie, aux champignons, il faut faire attention aux branches mortes qui risquent de se décrocher, etc., etc. Cependant, cette capacité à mettre en œuvre ces savoirs semble varier en fonction de l'état de fatigue du bûcheron. J'en cite un, j'ai eu 2 accidents dans ma vie. Un tôt le matin, je n'avais pas les yeux en face des trous. L'autre, c'était le dernier arbre de la journée. Il était tard, on en avait marre, mais on voulait finir la coupe pour ne pas avoir à revenir le lendemain. Du coup, être bûcheron n'est alors pas ici un statut, mais un état qui va être corrélé à l'attention dont font preuve les bûcherons. On peut ne pas être un professionnel à 6h30 du matin, puis le devenir par la suite une fois qu'on est mieux réveillé. Et du coup, si on n'est pas un professionnel même à 6h30 du matin, est-ce qu'on ne risque pas l'accident? Si, on risque l'accident. Cependant, les entrepreneurs de travaux forestiers vont développer toute une culture professionnelle afin de résister à la peur de l'accident. Cette culture fait de la forêt un acteur à part entière. Elle est construite comme étant le juge du professionnalisme du bûcheron. Ce que j'essaye de dire, c'est l'idée de la forêt organique, c'est-à-dire que la forêt va juger, la forêt est vraiment un acteur qui va émettre des jugements sur la qualité du travail réalisé par les bûcherons. Ainsi, la forêt est en mesure, dans les représentations professionnelles, de décider qui travaille ou ne travaille pas en son sein. Les bûcherons le disent, quand on est fatigué, quand on ne fait pas bien attention, la forêt nous rappelle à l'ordre. C'est la branche morte qu'on n'avait pas identifiée, qui tombe à 10 mètres de nous, ou c'est la petite branche qui nous tape et qui va nous laisser un bleu. Du coup, les bûcherons vont construire une forêt vigilante, une forêt qui évalue l'état de professionnalisme. C'est la fin de mon temps. C'est tout. Voilà, c'est énervant. Dans le discours professionnel, blablabla, je recommence, mais je réfère cet état au professionnalisme habituel. Oui, pardon. La forêt est vigilante
Elle évalue l'état de professionnalisme du bûcheron, mais elle réfère cet état au professionnalisme global, habituel, moyen du bûcheron. Et du coup, dans le discours professionnel, celui qui est habituellement un bon pro ne doit pas mourir écrasé par un bout de bois parce qu'il n'est pas réveillé. La forêt va tenir compte de ses états de service alors qu'elle n'aura aucune pitié pour l'amateur. Ici, on trouve la construction d'une forêt ordalique qui permet aux bûcherons de travailler sans avoir l'impression de jouer leur vie à pile ou face. Car parfois, il s'agit bien de cela. Et je vais terminer là-dessus. Je termine avec l'histoire de Niels, que je trouve très, très intéressante pour moi. L'ennui, oui, Niels me disait que l'ennui des arbres est qu'ils poussent en forêt. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude. Quand on en a bas, me dit Niels, il n'est pas rare qu'il frotte ses congénères, qu'il leur casse des branches. Ce qui fait qu'au-dessus de l'arbre abattu, on va trouver d'autres arbres avec des branches cassées, des branches qui se balancent. Les branches, elles sont là, me dit Niels. Elles peuvent tomber tout de suite ou dans 2 minutes. Elles peuvent tomber dans 1 heure ou le mois prochain, ou voire pas du tout, jamais. Mais moi, au pied, il y a mon arbre, celui que je viens d'abattre. Et cet arbre, il faut que je le prépare, il faut que je coupe le houppier, il faut que je coupe les branches, il faut que je façonne le pied. Qu'est-ce que je fais alors? J'attends que la branche tombe? Non, je peux pas attendre que la branche tombe. Du coup, je vais aller préparer mon arbre. Et du coup, c'est sous une véritable épée de Damoclès que Niels va se retrouver en train de travailler. Le risque ici, il est proprement imprévisible. Aucun des gestes du bûcheron, aucun de ses savoirs ne peut lui assurer que la branche ne se décrochera pas. Mais il ne peut pas ne pas préparer son arbre, parce que s'il ne prépare pas son arbre, s'il ne coupe pas les branches, le houppier, eh ben son client estimera qu'il n'a pas fini le travail, et puisqu'il n'a pas fini le travail, il ne fera plus appel à lui. Alors il prend le risque, fort de sa certitude que la forêt le connaît, et qu'elle ne fera pas tomber sur lui cette branche, surnommée par les Américains, dans la culture américaine, c'est la faiseuse de veuves. Mais littéralement, ça tue les bûcherons, ils s'en tuent quand même beaucoup. Une fois, pour Niels, la branche s'est effectivement décrochée et Niels s'est retrouvé cloué au sol au niveau de l'épaule. La médecine du travail, après un temps de rééducation, lui a conseillé de prendre sa retraite. Il avait pratiquement 60 ans, il avait déjà cotisé tous ses trimestres et il fallait mieux qu'il prenne sa retraite s'il ne voulait pas perdre complètement l'usage de son bras. Contre l'avis médical, Niels est retourné en forêt. Et il s'est arrêté 3 mois plus tard. Et une de mes grandes questions à moi, c'était mais pourquoi avoir pris un tel risque? Pourquoi retourner en forêt pour 3 mois au risque de perdre son bras complètement? L'intérêt ici, il est symbolique et très très important pour Niels. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté de son propre chef. Ce n'est pas la forêt qui l'a expulsé. Il est donc un professionnel retraité et non un amateur qui aurait subi le jugement organique de la forêt. Je vous remercie.